Bonsoir. Normalement, on n'introduit jamais le talk, mais là, on va le faire, parce que vous risquez de le trouver un peu bizarre. Ce talk existe depuis avril. On aura peut-être des slides. Il a été fait à l'origine la première fois à Devox, et en fait, il y a eu, je crois qu'on en est à la 5e ou 6e édition. C'est jamais les mêmes speakers. Alors moi, je me retrouve embringué à chaque fois, par contre, mais aujourd'hui, on a 4 nouveaux. Non, Nicolas l'avait déjà fait une fois. Enfin, il servait les verres. Donc ça risque d'être brouillon. L'objectif du talk, c'est de désacraliser la programmation fonctionnelle, en fait. Mais juste des bases, des trucs, c'est pas compliqué normalement. Allô, allô. Il y en a marre de ta programmation fonctionnelle. On peut pas faire autre chose que la programmation fonctionnelle. J'ai trouvé un truc. Je pense que personne ne fait de programmation fonctionnelle ici, tu vois. Qui fait la programmation fonctionnelle? Tu vois, personne. Toi, tu es éliminé. Donc, lui, c'est un client, donc on l'embête pas. Il y avait d'autres personnes? Bon, ils sont pas beaucoup. C'est cool. Non, attends, j'ai trouvé un truc, c'est Buzz. Je peux faire des talks tout le temps, donc je continue, quoi. Bon, de toute façon, moi, je comprends rien à cette programmation fonctionnelle, donc je vois pas. Bon, peut-être que tu peux nous redire un petit peu. Alors, la programmation fonctionnelle, c'est pas dur. Parce que moi, par exemple, imagine, voilà, je suis comme vous. Moi, demain, lundi, j'arrive au travail. Enfin, lundi, j'arrive au travail après une grosse journée d'FS. Bon, je compte pas le vendredi parce que bon. Et là, je commence une nouvelle application et je me dis, bah tiens, je vais faire du fonctionnel. Et je vais me dire, tiens, aujourd'hui, je commence un projet fonctionnel. Bah, par quoi je commence? Donc toi, tu veux commencer comme ça, comme un grand, tout de suite. Je me dis, lundi, si je veux faire du fonctionnel, comment je fais? C'est pas si simple. Tu as des bases à connaître. Alors comme vous ne faites pas de fonctionnel, vous allez penser que mes bases sont les meilleures. Donc renseignez-vous après le talk quand même. Tu as notamment, comme écrit sur le slide, tu as le container. Je connais les containers, c'est comme Docker. Ouais, alors on n'est pas rendu, mais non, c'est un autre container. Nous, on était à DockerCon. Ah ouais, vous êtes spécialiste. Ouais. Spécialiste des containers. Sacrée équipe de vainqueurs quand même. Non, alors là, c'est un container, mais en programmation, en code. Imagine, tu as une classe human avec une propriété name. Tu peux me donner une valeur à name qu'au moment où tu instancies ta classe, et après, tu ne peux plus y toucher. Donc Bob, une fois que tu l'as créé, il s'appellera Bob. Et si tu veux avoir sa valeur, par contre, tu utilises le getter, getName, tu auras la valeur. Mais il n'y a pas de setter. C'est un container, c'est immutable. Ok. Attends Philippe, je t'interromps parce que là tu veux un verre? Ouais, surtout un verre. Mais là tu me parles de conteneurs, mais ça, c'est pas des conteneurs. Des conteneurs, c'est pas un container. Non, un conteneur, c'est une collection d'objets. Ça, en informatique, on a un nom pour ça. Bah, Ça s'appelle un wrapper. C'est pas une boîte. Bon, d'accord. Bah écoute, je savais pas ça. Merci de me foutre la honte devant tout le monde. Donc on a un wrapper immutable. Donc des fois je me trompe, je continue à l'appeler container. C'est tiré d'une histoire vraie. Hein. Je me suis fait engueuler par mon CTO. Si j'ai bien compris, on va plus du tout parler de conteneurs après. Non, parce que moi, tu m'as dit que je venais pour ça quand même. Ouais, je suis désolé. Putain, je me suis fait avoir. Bon, ça va, j'ai un verre quand même, mais. Et moi? Toi, tu parles. Allez, santé. Bon, alors merci de m'avoir foiré la presse. Donc, c'est plus un container. Là, je fais quelque chose de plus générique. C'est un wrapper auquel je peux donner une valeur. Et il a une méthode getValue qui lui permet de récupérer la valeur. Donc, par exemple, j'ai un wrapper, j'ai une bouteille de poire. Donc, je fais un wrapper avec de la poire et de l'alcool. Ou j'ai un wrapper de Bob. Et je peux faire un getValue, mais je ne peux pas modifier la valeur. Ouais, mais bon, ça quand t'as soif c'est pratique, mais moi j'ai l'impression que ça sert à rien. À quel moment je vais utiliser ça lundi? Parce que moi sinon je vais prendre un WordPress. Ouais. C'est vrai que ça sert à rien, tu donnes une valeur et tu peux plus rien en faire, mais au moins tu sais que personne va toucher à ta poire, quoi, quelque part. Mais par contre, tu pourrais imaginer donner une sorte de pouvoir magique à ton wrapper, à ta bouteille de poire, pour qu'elle se dédouble, avec plus de poire, plus d'alcool, des choses comme ça. Ok. Et là, en fait,
Ça te plaît bien normalement mon concept? Oui, ça me plaît bien, tout à fait. J'aime bien ton concept. Mais surtout si. Tiens, donnez-moi un peu d'alcool quand même pour. Mais en code, ça donnerait quoi? En code, ça donnerait quoi? Alors, on va parler d'un truc qui s'appelle le functor. Ah, Alors, je m'en doutais. tu t'en doutais? Un functor, en fait, tu rajoutes à ton wrapper une méthode map, et en fait, il devient un functor. Ouais, mais en fait, tous les mecs qui parlent de monade toute la journée, c'est ça en fait. C'est pas encore ça. Tu sais, on va commencer par le functor, et après, on verra le reste. Non, mais déjà, il faudrait demander savoir qui connaît le functor et qui sait exactement ce que c'est. Bon, il y a des scalafistes, ok. À part ça, non. En fait, le functor, c'est simple, hein. C'est une fonction de mapping entre deux catégories, voilà, tout est dit. Hein. Ouais, attends, je vais boire un canon parce que j'ai rien compris. Vous avez compris ce qu'il a dit? Alors, à part ceux qui ont déjà vu l'apéro fonctionnel, qui sait ce que c'est qu'un functor? Tu veux venir? Bah, allez. On n'a que 6 verres. Je suis pas malade. Il faudrait servir un verre au jeune homme. Allez, va sur le côté et explique-nous ce que c'est qu'un C'est bon. functor. Eh bien, comme l'a dit tout à l'heure très bien Philippe? voilà, c'est tout simplement la possibilité d'avoir une fonction map sur une structure de données, tout simplement, et la possibilité de unboxer avec ce map une valeur qui va être dans ta structure de données, de la transformer et de la reboxer dans une nouvelle structure de données. Super. Ah. Il a droit à un verre. Alors moi, ça Pardon. me pose une question quand même, parce que c'est sympa de donner des noms rigolos comme ça, mais bon, si c'est un machin qui a une fonction map, pourquoi on n'appelle pas ça un mapper? Ce serait, Du coup, est-ce que tu sais d'où ça vient le mot functor? En fait, functor, c'est l'association de function et de word en anglais. Du coup, ils se sont dit, on va faire functor, parce que c'était plus facile que function word. En fait, c'est une fonction qui va refléter l'intention qui est derrière. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça un functor. Est-ce que ça va mieux? Vous vous rendez compte, on va apprendre des trucs en plus. C'est fou, quoi. Alors j'ai essayé de refaire un functor en Java. Parce qu'à l'origine, j'avais fait les slides en JavaScript. Et mon boss m'a dit, mais attends, tu vas parler à des gars qui font du Java, donc tu refais les slides en Java. Et personne ne code en Java ici. Ouais, mais je savais pas à l'époque. Puis en plus, j'aime pas le Java. Vous codez en quoi? Qui c'est qui code en Java? Ah si, il y en a Personne. pas mal quand même. Qui c'est qui code en JavaScript? Tout le monde. C'est les mêmes, ok. Du coup, un functor, c'est un wrapper qui a une méthode map. Cette méthode, elle prend une fonction en paramètre. Elle prend le résultat, elle le met dans un nouveau functor. En fait, la fonction, elle s'applique sur la valeur du functor. Elle le met dans un nouveau functor et elle vous redonne le functor. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Ou pas? On va faire un exemple? Oui. Voilà. Prenons un exemple. Alors, j'ai une bouteille magique qui a un functor de poire. Et ma bouteille magique, je peux faire un map dessus auquel je passe une lambda qui est rajoute-moi de la poire. Donc en fait, si je fais map ajoute-moi de la poire, je me retrouve avec une deuxième bouteille qui aura 2 poires. Et si je refais un map, parce que tu peux shader, je me retourne avec une troisième bouteille qui aura 3 poires. Et après, si je fais un get value, j'ai mes 3 poires. Avec un dessin. Ah voilà, c'est plus clair. Donc, tu as la première bouteille, tu fais un map, ça te donne une deuxième bouteille, tu refais un map, tu as une troisième bouteille. À la fin, tu as 3 bouteilles en fait. Avec un seul wrapper. À partir d'un seul wrapper. Mais du coup, tu as 3 wrappers. Là, sur ta table, tu auras 3 bouteilles. Ou un verre. Ah oui, Imagine ouais. que ce soit un functor. Tu maps, un deuxième verre, mais j'ai toujours le premier verre. Tu remaps, et toujours le troisième verre. C'est ça. Ouais. Ça sert à ça. Voilà. Ok. Et on est obligé de faire ça en Java? Non, tu pourrais le faire en PHP. Je sais que que c'est un langage que tu affectionnes. Oui, mais en fait, Pour parce faire que, du WordPress en même temps. juste pour redire un truc, parce que pour moi, la programmation fonctionnelle, c'était lié à un langage fonctionnel, comme par exemple Haskell. On peut faire de la programmation fonctionnelle en Java, en JavaScript ou en PHP. Tu peux faire la programmation fonctionnelle quasiment dans tous les langages.
D'accord. Tu peux mélanger fonctionnel, objet, procédural. Pourquoi on associe souvent le Haskell à la programmation fonctionnelle? C'est une très bonne question. Je me retourne vers mon camarade. Ça dépend comment tu l'abordes, ta programmation fonctionnelle. Si tu l'abordes par le principe de structure de données avec des maps notamment, ben ça vient d'Haskell parce qu'en fait, tu as Philippe Wadler qui a écrit un papier séminal qui explique comment en fait, on peut essayer d'avoir un langage pur. Alors, on n'a pas encore parlé d'effet de bord, parce que tout à l'heure, il a parlé d'immutabilité, donc pas d'effet de bord. Et ces études donc, ont été faites dans le cadre d'Haskell essentiellement, à Cambridge, avec Peyton Jones, mais surtout Wadler. Si je ne dis pas de bêtises. J'ai déjà On ne peut pas vérifier. Enfin, nous, on ne sait pas. Donc, croyez-moi sur parole. Du coup, je t'ai fait quand même un exemple pour que ça te parle un peu plus. Ok, allons-y. Je vais utiliser mon functor d'une manière différente. Dans la vraie vie, d'une appli web, par exemple. Voilà, toi, demain, au boulot, Ouais. avec ton WordPress. Ok. J'ai 3 fonctions ou 3 lambdas qui me retournent tu leur passes une valeur et elles me retournent une string avec cette valeur entourée par des tags HTML. D'accord. Donc, je dis, tiens, je vais me faire un functor qui contient juste une chaîne de caractères, hello world. Oui. Donc, c'est mon contenu. Et dessus, je vais lui mapper mes lambdas. Donc, je vais mapper H1, je vais mapper body, je vais mapper HTML. Et en fait, à la fin, je vais avoir une string avec ma page HTML complète. D'accord. Et du coup, tu pourrais le faire dans d'autres sens. Ou rajouter d'autres lambdas pour rajouter d'autres tags dans ta page. D'accord. Et l'avantage, c'est que c'est réutilisable par d'autres functors. Donc, par exemple, je garde le functor string hello world. Et si je veux, par exemple, au lieu d'avoir du HTML, du PDF, Ouais. je prends un autre functor qui s'appelle, je map avec un autre sorte de truc. Tu mappes avec d'autres lambdas qui vont te sortir les codes nécessaires à générer du PDF C'est à bien partir du même functor. ça. Générer du PDF, ça c'est bien ça. Ouais. Ça, je fais ça moi. Dans mon métier web. Ça va être un peu plus compliqué parce que l'HTML c'est un arbre, le PDF c'est une structure d'objet avec un arbre à l'intérieur. En fait c'est assez compliqué avec des index en retour arrière. Mais bon, tu peux toujours essayer, je te souhaite du courage. Donc autant que je fasse avec du PHP et un for each. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui écrivent leur page web comme ça, là, sur cette approche-là? Bon, à part toi, mais exactement. C'est un ops en plus. Donc. Parce que ça, c'est ce qu'on appelle du Functangular. C'est la nouvelle approche d'Angular en mode fonctionnel, où juste pour afficher un hello world, il faut tout ça, quoi. C'est chouette, hein. Mais tu sais que maintenant, tu peux faire tes web services comme ça dans Spring 25. Ok, je commence à voir. Et si tes fonctions, elles retournent elles aussi des functors? Alors un truc de ceci là quoi. Ajouter poire, au lieu de me retourner un contenu avec de la poire, il me retourne un functor avec de la poire. Voilà. Et ben c'est le drame parce que tu vas faire un map dessus et puis tu vas obtenir un functor au lieu d'obtenir de la poire quand tu vas faire ton get value. Oui. Puis tu vas refaire un map, tu vas avoir un functor de functor, puis tu vas refaire un map, tu vas faire un functor de functor de functor de poire et ton get value il va plus marcher, en fait ça va être le foutoir. C'est pas très clair. Ça veut dire qu'on aurait des espèces de functors dans des functors. C'est exactement ça. Alors, avec le dessin tout à l'heure, on le refait. Si tu fais, si ton ajout tes poires te retourne en fait une bouteille de poire, Ah oui. tu vas avoir une deuxième bouteille qui contient 2 poires dans la première bouteille, et ensuite, si tu refais un map, tu auras une bouteille qui contient une bouteille qui contient une bouteille qui contient 2 poires avec une poire à l'extérieur dans l'avant-dernière bouteille. C'est pas bon ça. C'est le boxon, surtout Bon, si tu veux récupérer tes On poires. va boire quelque chose. Étienne, qu'est-ce qu'on a? Parce que là, c'est sûr Voilà, qu'à déboucher, c'est la la suite. troisième, ça semble compliqué quand même. Faut être resservir super le jeune habile. homme, mais- Enfin, tiens, d'ailleurs, ça me fait penser que mon verre est vide, moi. Je dis ça comme ça, mais... Du coup, ben, on y arrive. Du coup, il y a besoin en fait de trouver un moyen pour sortir les poires des bouteilles. Et à notre wrapper, on va rajouter une méthode. À notre functor, on va lui rajouter une méthode qui s'appelle flatmap. Et du coup, en fait, c'est plus un functor, c'est une monade. Enfin, Voilà. la monade. C'est à ce moment-là où je fais la blague sur la limonade. Voilà. J'étais là pour ça. Normalement, elle est au début du sketch. Alors normalement, c'est à ce moment-là qu'il y a quelqu'un qui dit qu'une monade, c'est une monoïde de la catégorie des endofunctors. C'est
C'est ça, ouais. Alors bon, bah, comme Quentin n'est pas là, on n'a pas pu la faire. Alors, du coup, moi, j'ai essayé de comprendre ce que c'était que ce truc-là, et j'ai mis un peu de temps. Et en fait, j'ai réalisé, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui sont un peu vieux, qui ont vu les mystérieuses cités d'or. Parce que voilà, en fait, tout ça, faut vous projeter dans un voyage au Pérou avec l'UCPA. Voilà, en fait, c'est un mono-guide dans la catégorie des Andes avec le Grand Faucon d'or. C'est ça, et du coup, on comprend tout de suite mieux. C'est pas faux. On va revenir sur les monades alors. Oui. Comment on fait pour sortir les poires correctement des bouteilles? Donc, on rajoute. En fait, on fait un nouveau wrapper, une monade qui a un fonctor, donc elle a toujours sa méthode map, et on lui rajoute une méthode flat map qui en fait permet de retourner une monade sans la remettre dans un wrapper ou dans une autre monade. Donc ça flatte. Ça flatte. Est-ce que en fait le flat mat, c'est pas finalement une solution au fait qu'avant, tu as mis des foncteurs dans des foncteurs par erreur? Tu me l'avais pas faite celle-là. Ouais, c'est vrai. Ouais, Mais ça, comme ça fait, je commence à comprendre. Quelqu'un a une idée? Là, je sais pas quoi répondre. Un foncteur dans un foncteur, c'est pas defective by Futur, design. futur. Ah, je comprends, un futur de futur. Ok. Tu le notes et puis on Ouais. rajoutera un slide pour la prochaine fois. Parfait. Merci François. Du coup, tu as ta lambda là, qui te retourne de la monade, mais en fait tu fais du flap map de ta lambda. Et là, par exemple, à la fin, au lieu d'avoir des monades de monades de monades, je me retrouve avec mes 3 poires quand je fais le get value. Très bien, ça aplatit. Voilà, avec le dessin, ça fait ça. Donc à chaque fois, je me retrouve à toujours. J'aurais pas qu'une seule bouteille à la fin. J'ai toujours 3 bouteilles, Ouais. mais qui sont rangées. Enfin, les poires sont rangées correctement dedans. Donc si je récapitule, une monade, c'est un foncteur qui a une fonction flat map. Et un foncteur, c'est lui-même un wrapper qui a une fonction map. Mais tout ça, je ne vois pas comment je vais l'utiliser lundi. C'est avec la poire, ça ne parle pas. La poire, ça me D'accord. parle là tout de suite. Mais pour le week-end. En fait, Donc, c'est-à-dire que quelle fonction? Parce que moi, je te dis, je fais des for each et des for. Donc potentiellement, je remplace, au lieu de consulter mes tableaux, par exemple en faisant des boucles, eh ben, je vais direct à la valeur en les aplatissant. ouais, c'est pas beau. C'est pas beau, quoi. Je sais pas, à lire, même à lire, quoi. Mais en fait, il faudrait que je te donne un exemple de comment ça s'utilise finalement une monade ou un foncteur dans la vraie vie. Alors, Ouais. imagine, tu vas faire un tour avec Étienne chez le concessionnaire pour acheter une voiture. Donc j'aurais dû mettre Thomas et Étienne achètent une voiture. D'accord. En fait, imagine, tu as une monade qui est ton prix de départ, donc qui est à 10 000 euros, et tu as des options qui sont des lambda. Donc l'option clim qui va te rajouter 2 000 euros, l'option intérieur cuir qui va te rajouter 5 000 et l'option vitre teintée qui va te rajouter 3 000. Et en fait, si tu maps ces options sur ton prix de départ, tu peux simuler combien va te coûter ta voiture. Ok, Donc là, moi, j'ai mappé tout, j'ai pris toute option, mais tu pourrais faire juste un map option clim. très bien. Et comme à chaque fois, tu as un nouveau foncteur, tu peux comparer en plus tes résultats. Donc l'intérêt, c'est qu'on peut appliquer ça, par exemple, sur toutes sortes de véhicules. Oui, Par exemple, un autre modèle de voiture, un tracteur, un bus. tracteur. Après, sur l'intérieur cuir, dans le tracteur, j'ai un doute, mais c'est faisable. Ok, donc admettons que tous les jours on utilise ça au travail. Ok. Mais tu fais pas quand même des choses comme ça tous les jours. Je pense que si, mais Non, c'est vrai que l'intérêt que je vois là, c'est que moi, si j'avais voulu acheter une voiture, ben, j'aurais pris ma calculette, j'aurais fait une addition. Mais c'est vrai que jamais je me serais posé la question de savoir si je pouvais avoir un intérieur cuir dans un tracteur. Donc, s'il y en a parmi vous qui travaillent dans l'automobile, ben, grâce à la programmation fonctionnelle, vous allez peut-être inventer les produits de demain, quoi. Mais tu pourrais faire une calculette justement avec des maps. Du coup, alors j'ai vu tout à l'heure, il y en avait beaucoup qui levaient la main quand on a dit qui fait du Java 8. Il y en a un Ah oui, peu pas mal, moins. quand même. Donc en fait, ceux qui font du Java 8, normalement, vous devez utiliser des monades tous les jours, si vous faites du Java 8 tous les jours.
Est-ce que vous êtes d'accord? Alors, qui a dit oui? Et pourquoi il a dit oui? Ou ils ont dit oui? Ouais, déjà, c'est pas mal. Bon, merde, on va être obligé de sauter 6 slides au moins, je pense. Ouais, il y a optional, mais on y vient après. Mais j'aurais pas dû demander, en fait. Mais c'est bien. En fait, il y a un truc qui est super utilisé, c'est les streams. Parce qu'en fait, stream, ça a une map et une flat map, donc c'est une monade. En plus. Du coup, on va parler des streams. Je ne sais plus si c'était toi ou si c'était moi encore qui parlait. D'accord, donc c'est encore moi. Je m'en sortirai pas. Imaginez une classe TinyToon. Oui. Alors, je mets des toons partout parce que j'adore les emojis et que ça me permet de faire des exemples. Donc là, j'ai une classe TinyToon qui a un pseudo, un avatar et un constructeur. Je crée une liste de TinyToon. Okay. Et maintenant, si je fais stream dessus, alors stream c'est une horreur en Java 8, si vous faisiez du Scala, vous n'êtes pas obligé d'avoir le stream déjà, ni le collect à la fin. Donc arrêtez de faire du Java. Tu veux dire en Scala, c'est plus en Scala, c'est verbeux? plus clean, c'est plus propre. Mais c'est la même logique. Est-ce que quelqu'un fait du Scala ici? Ah, ils sont 4. C'est bien, c'est bien. Dit le mec qui faisait pas de Scala il y a encore vrai, quelques avant, mois, tu mais fais dessus, et qui disait que c'était mal. Donc en fait, je peux prendre ma liste, faire un map dessus, enfin un stream map, lui passer une lambda qui concatène le pseudo et l'avatar, faire un collect pour récupérer ça, et je me récupère une nouvelle liste avec les avatars et les noms des toons concaténés dans un tableau. Voilà, ça c'est la fonction map. C'est la fonction map. Alors j'ai dit que c'était une monade, tu as flat map aussi. Imaginons que les toons, ils ont des copains, des buddies. Donc j'ai rajouté une propriété liste de TinyToon. Je vais créer une nouvelle liste. Donc, par exemple, j'ai Bob qui a 2 copains, Ted et Polo, et ainsi de suite. Donc globalement, si vous faites un print de ça, vous avez le tableau à droite avec les toons. D'accord. Hein, tu m'arrêtes? Ah, arrête-moi. Tu peux venir sur le slide précédent? Oui. Tes buddies ne sont jamais initialisés? Hein? Pourquoi ils sont jamais utilisés? Non, ils ne sont jamais initialisés. Donc tu ne peux pas le faire ton flat map, mais bon, c'est pas grave. Ils sont jamais. Mais si je fais un new. Alors ça, c'est l'avantage du code dans les slides, c'est que ça compile vachement mieux en fait. Non, je les ai vérifiés, j'ai le code qui exécute. J'ai une variable publique dans une liste. Tu dis qu'il aurait fallu que j'initialise ma liste au départ, peut-être, c'est possible. Ouais, parce qu'en fait, elle n'est pas final, elle n'est pas immutable, hein, c'est pas terrible. Hein. Ouais, non, c'est vraiment pourri. Java. Non, désolé. Désolé. En JavaScript, ça marche. Hein. Oh, ouais, mais bon, c'est pas un langage. Ou Ah pas, ouais, ou ouais. presque. Bon, alors on va arrêter le talk, on va discuter d'autre chose. Bon, alors globalement, normalement, j'ai initialisé donc mes listes de buddies et ça doit me donner un tableau comme ça. Et imagine, je veux les avatars des buddies de mes toons. Seulement les avatars des buddies. Donc là, je vais utiliser un flat map. Voilà. Donc en fait, je fais un flat map sur le stream. Le stream, oui. Donc je récupère les streams des buddies. Je fais un flat map dessus. Pour chaque toon, j'extrais les toons. Avec le map, je récupère les avatars. Oui. Avec la flèche toon avatar. Et ensuite, je transforme ça en liste et je me retrouve avec tous les avatars des toons. Donc là, je me dis, effectivement, au lieu de faire une boucle, de faire un système qui va parser le tableau, là, en fait, avec une seule ligne, j'obtiens ma liste. C'est ça. Et donc, c'est plus clean. Bah, c'est plus sympa que les for each, quoi. Ouais. Mais là, tu nous parles des streams. Mais moi, j'en connais d'autres, des monades, mais en Scala. T'en as d'autres en Java? Ouais. Il y a un jeune homme qui a dit tout à l'heure, il a parlé d'optional. Il a spoilé, ouais, c'est ça. Et optional, c'est arrivé avec Java 8. Et c'est super sympa pour un truc qui est les null pointer exception. Alors, qui a des null pointer exception dans son code? C'est bien, vous êtes honnête. Donc,
Ouais, en fait, le problème, c'est le nul, hein, c'est le fameux hein. Oui, mais tu D'après- nous avais dit que tu avais quelque chose quelque de- chose à dire, mais tu ne nous as dit pas quoi. Donc on ne sait pas à quel moment tu interviens. Ah ben tiens, Ouais, c'est pas grave. Bon, alors du coup, ouais. On vous avait prévenu. Wouhou. Donc pourquoi bon, alors c'est vrai que la façon dont il pourrait résumer ça, c'est que Java c'est nul, mais effectivement, c'est pas exactement ça le message. Le problème, c'est plus de dire que nul c'est nul. Parce qu'effectivement, ce qu'on a souvent en Java, c'est soit on a un null pointer, ce qui est une façon de nous dire Java avait promis qu'il n'y aurait pas de pointeur, ouais, un peu quand même. Ou alors l'autre option, c'est de mettre des if, machin, différents nuls partout, et c'est vrai que ça fait du code très joli. Alors vous rajoutez ça avec des streams et des collector to list, et vous dites qu'est-ce que c'est beau la programmation fonctionnelle en Java. Et heureusement, on a ce concept d'optional qui va nous sauver les fesses. Je vais te demander si tu veux bien de montrer avec un bel exemple ce que ça peut donner. Ah ben on en a un, voilà, tu as déjà suivi. C'est parce que je vois le mauvais slide en fait. Donc voilà, ici effectivement, on a l'utilisation de optional sur une poire. Donc c'est un type à part entière. C'est un peu, alors avec des poires c'est pas flagrant, là on l'a plus ou moins avec des mulots. Imaginez ça par exemple avec un chat. Mulot, c'est un chat. C'est un chat ça? Ouais, tu connais pas tes emojis par cœur, c'est un chat. Putain. Ah oui, c'est un chat et les oreilles pointues. Ah, c'est un chat Il a qui est des trop moustaches. mignon. Ouais, mais c'est parce que c'est un chat trop mignon. Est-ce que vous connaissez le chat de Schrödinger? En fait, le chat de Schrödinger, il est dans deux états en même temps. Bon, là, c'est pas exactement ça, mais c'est la même idée. C'est-à-dire que quand vous avez une boîte avec un chat qui est mort et ou vivant, vous savez que c'est un chat. S'il est mort, que ça fait 2 semaines qu'il est là, c'est probable qu'il soit dans un état second, mais c'est pas une poule, c'est pas un cachalot, c'est un chat. Et quand vous dites le truc qui est nul, ça pourrait être nul, ça peut aussi être un porte-avions. Ça peut être une collection de porte-avions même. Enfin, donc ça peut être absolument n'importe quoi. L'idée ici, c'est de dire on garde le type. On sait ce qu'on manipule et on prend cette option de dire c'est peut-être quelque chose d'initialisé, qu'on peut pouvoir la manipuler, et c'est peut-être quelque chose qui n'est pas référencé, mais qu'on va quand même pouvoir manipuler avec le même type. Donc on a cette autre option, cette optionnelle d'une poire. On va pouvoir faire toutes les opérations avec ce qui peut représenter une poire, donc soit l'optional d'une poire, donc là il y en a vraiment une, soit l'optional de il n'y a pas de poire. Ce qui est moins bon, mais on va quand même pouvoir ouvrir la bouteille, servir des verres et tout. Et c'est qu'au moment où on va goûter, qu'on va se rendre compte que non, en fait, il n'y a pas de poire. Et du coup, c'est moins bon. Mais au moins, il n'y a pas de null pointer exception et tous ces trucs-là. Ce qui est magnifiquement illustré par ce slide. Là, assez spontanément, on a tendance à se diriger vers la bouteille de droite. Maintenant, si vous êtes spécialiste en rangement de bouteilles, vous pouvez ranger les deux sans aucune difficulté dans les mêmes boîtes, les envoyer par cargo entier. Peut-être que votre client, quand il va les recevoir, ne va pas être très content. Mais en tout cas, toute votre chaîne de traitement est prévue pour manipuler des optionals de poire. et là, il y en a qui vont te dire, l'optional, il y a map et flat map, et c'est quoi? Et ça, c'est ta partie. C'est quoi? C'est une monade? Logiquement, ça serait une monade. Eh ben non. Non, parce qu'il y a un problème, enfin il y a un truc dans l'implémentation d'optional qui est assez pourri, enfin moi que je trouve pourri, c'est que si vous avez le malheur de faire une fonction que vous allez mapper, donc vous allez mapper une fonction qui a le malheur de retourner nul, vous allez le retrouver avec empty, et il se comporte comme un flat map. Donc là, vous avez un problème, il y a un problème quand même conceptuel, donc c'est, on va dire, une pseudo-monade. Mais on avait dit qu'on n'utilisait plus les nuls. C'est le mieux, mais bon, quand tu regardes les API, il y a beaucoup de nuls encore. Hein. C'est pas faux. Et il y a beaucoup d'API nuls aussi. C'est le deuxième troll. Donc là, on était sur les null pointer exception en Java 8 avant. Est-ce que tu veux que je te laisse la main? Oui, on va voir. J'essaie de découvrir ça. Ouais, donc en fait, tu crées un map avec plein de tiny toons et indexé donc avec un numéro 1, 2, 3, ok. Et tu as le malheur d'appeler donc le apply de 6 qui n'existe pas et tu te prends un magnifique null pointer exception. Mais ça, on a l'habitude. Voilà. Et donc, comment on fait? Alors ça, c'est une façon de faire. On préfère un catch, ou alors il y a maintenant, il y a quand même une forme habituelle qu'on a tendance à voir maintenant, c'est que
tout accès à une structure de type, que ce soit un vecteur, une collection en général en fait, hein, eh bien on va l'enrober avec un optionnel de off nullable, et du coup eh bien, on propage nos nuls dans le monde des optionnels, et hop, on est sauvé. On est obligé de tester maintenant le cas empty de manière formelle. Alors Et que le si nul, je si fais on un- l'oublie, si et je c'est fais- donc typé aussi, ça c'est bien. Et si je fais un try catch et que dans le catch je retourne un optionnel, est-ce que c'est mal? Enfin, est-ce que c'est sale? Tu veux dire que tu veux faire, tu provoques le null pointer exception pour renvoyer. Pour être sûr de ne pas avoir de problème, en fait, à chaque fois dans mes fonctions, je fais des try catch. Et Alors dans tu le vas catch- essayer de faire un optional de off de quelque chose que tu vas extraire, et si tu l'as pas, tu fais un optional de empty. Autant faire l'optional d'off nullable directement. C'est vrai. Un try catch ne sert à rien. Ok, j'ai ma réponse. Alors, du coup, si on utilise si on utilise le map, voilà, merci, Ouais. on va se retrouver avec un optional empty ou un optional d'ours en fonction de si j'ai un nul ou pas un nul. Tout à fait. Et là, ce qui est magique, c'est que tu peux mapper, et tu as ce qu'on appelle communément le happy pass, c'est-à-dire qu'on va voir le chemin d'exécution le plus optimal possible dans ta chaîne des maps. Et dès que, alors ça, c'est map. Hein. Oui. Ouais, c'est flat map. Alors. Ben, on y vient après, je Oui. crois. Comme je suis un grand malade et que j'ai trouvé que l'optional c'était génial, maintenant mes properties c'est des optionals. Alors, ce qui est curieux, c'est que tu as des IDE qui te l'interdisent. Enfin, ils te l'interdisent, ils te disent « Ouh, c'est mal ça ». Tu prends par exemple... Moi, il a tu rien utilises- dit, hein, ou alors j'ai pas vu. Quoi. Ouais, tu utilises VI alors. Non, mais Il me regarde méchamment. non, c'est bien VI, mais j'arrive jamais à en sortir. Donc, il y en a à qui ça arrive aussi. Donc, du coup, ouais, j'ai mis des optionnels pour mes propriétés, enfin pour mes champs. Donc, si je fais un map, je suis mal. J'ai un optional d'optional d'ours. Et si je fais un flat map en standard sur optional, j'ai un optional d'ours. Ouais. Donc, je peux mettre des optionnels dans mes propriétés, c'est bien, non? Comme ça, je suis sûr de jamais avoir une propriété nulle. Bah, ça te permet d'avoir des propriétés nulles. Si c'est une façon de spécifier, oui, mais par contre, la plupart des temps, on a tendance à faire des recoil non nuls, etc., sous forme d'assertion, ce genre de choses. Après, ça dépend, c'est un problème de design. D'accord. Mais dans ce cas-là, oui, ça marche très bien. Qu'est-ce que t'en penses? Peut-être que déjà on devrait... ouais, vas-y. Armagnac. Ok. Qui conduit? Vas-y, on t'écoute. Hein. En fait, c'est que très Ah, bien mince. tout ça, mais j'ai entendu parler de quelque chose qui s'appelle le catamorphisme. Et donc, je me demandais si en fait l'optional c'était lié au catamorphisme. Alors, tu pourrais faire de l'optional sur du catamorphisme, mais tu l'as pas en standard dans Java. Par contre, un catamorphisme sur optional, ouais. Alors, c'est quoi un catamorphisme? Un catamorphisme, c'est un truc super intéressant qui n'existe pas en standard dans Java, mais notamment tu peux l'avoir en Scala, par exemple, sur des types comme either, result ou try. Et ça, en fait, quand tu utilises optional, tu qualifies juste le fait que tu as une erreur liée à du nul. Ok. Tu as des types qui, par contre, te permettent de qualifier ton erreur réellement. Tu n'as pas que du nul comme erreur. Alors, le catamorphisme, la définition, c'est ça. On va laisser un petit peu de temps aux gens pour le lire. Moi, je parle pas anglais, donc... Ça calme, hein? J'ai dit que je voulais pas faire de fonctionnel à la base. Ouais. Je savais que j'aurais pas dit. Alors, souvent, les gars qui font du fonctionnel ont toujours des super définitions incompréhensibles. Parce qu'il y a des trucs qui viennent des maths. Donc, si t'es pas matheux, t'es mal. Sur un blog, il y a un gars qui parlait du catamorphisme et lui, il disait en fait, il y a un moyen mémotechnique, tu penses à catastrophe et c'est fait pour gérer les catastrophes. D'accord. Voilà, donc tu te prends cas pas d'erreur. tu te prends pas en cas d'erreur. Donc tu te prends pas le chou. Either par exemple, ça fonctionne comme optional. C'est une autre monade. Il n'y a pas dans Java 8. Qui a pas dans Java 8, mais tu peux l'implémenter super facilement. Donc on va pas montrer l'implémentation, mais c'est un peu comme le chat de tout à l'heure. Tu as un type avec deux sous-types. Ok. Et avec Either, c'est left ou right. Donc globalement, Donc, t'as de l'alcool ok. de carotte, c'est pas bon.
Là, je m'insurge parce qu'il dit ça, mais on n'a jamais goûté. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà goûté de l'alcool de carotte? Normalement, tu avais dit est-ce qu'il y a des lapins dans la salle, mais ça, normalement, personne n'ose répondre. Non, parce que du coup, on s'est posé la question, parce que vous avez vu, on creuse quand même notre sujet. On s'est dit, si ça se peut, c'est super bon l'alcool de carotte, mais c'est un peu confidentiel. Enfin, bon, on n'aura pas l'information aujourd'hui, je pense. Pas aujourd'hui, bon, il va falloir creuser. Donc, on va partir sur le principe que l'alcool de carotte, c'est pas bon, donc c'est left, et l'alcool de poire, c'est bon, donc c'est right. Il y a une, c'est quoi? On dit une convention, c'est ça? Oui. Ouais. Qui fait qu'en fait, quand c'est à gauche, c'est bien. Non, c'est pas bien. Et quand c'est à droite, c'est bien parce que right, ça veut dire c'est ok, c'est bon. Voilà. Et du coup, le catamorphisme en Java, ça pourrait ressembler à ça. Vous avez un type. On va dire que ma fonction toInt, elle retourne un type either, donc qui va pouvoir me faire du left ou du right. Et elle peut avoir une méthode que j'ai appelée kata, qui va me permettre de récupérer ou l'erreur et la traiter, ou le résultat et le traiter. Ça ressemble un peu à un pattern matching. Ah, c'est compliqué. Moi, je trouve que tu l'expliques de manière très compliquée, le catamorphisme, entre nous. Hein. Ouais, mais vas-y. Moi, je l'aurais dit simplement, en fait, tu prends le langage comme Scala, etc. Ils ont tous... Scala, j'ai dit Scala, oui. Scala, oui. Scala, oui. Moi aussi, ça commence à chauffer. Ils ont ce qu'on appelle du pattern matching, etc. Java n'a pas de pattern matching. Le catamorphisme, en fait, ça permet de déstructurer les données, donc notamment sur le Hazard, d'avoir deux fonctions de projection sur la droite et la gauche. Et du coup, si vous avez ça, vous n'avez pas besoin de pattern matching, et c'est ce qu'on appelle du principe de unfolding. C'est-à-dire vous allez déplier votre objet, et suivant sa nature, eh bien, vous avez une fonction qui va être appelée. Et donc, du coup, pas besoin de pattern matching. Tu fais des chaînages de unfold, donc de catamorphisme, et on n'en parle plus. Est-ce qu'on pourrait dire que ça ressemble au when de Kotlin? Bah, je sais, c'était pas prévu. C'est du pattern matching ou pas? Eh ben, non, c'est pas vraiment du pattern matching. Ça y ressemble, mais c'est une espèce de if vitaminé. Ah. D'accord, mais pour Kotlin, le when. Hein? Alors attends. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi, moi je me suis arrêté au moment où il a dit fonction de projection, je n'ai aucune idée ce que c'est en fait. Ouais, mais François, il a dit un truc, et en fait, j'ai pas répété ce qu'a dit François, donc personne n'a entendu. Donc, est-ce que François, tu peux venir répéter ce qu'on a dit? Ah ouais, bah, Par contre, tu prends les escaliers, tu fais gaffe, te pète pas l'autre clavicule, quoi. Donc c'était sur quoi? C'était en fait la question, c'était est-ce que le catamorphisme, comme il est présenté là et comme il a été expliqué, pourrait correspondre au when de Kotlin? Par rapport au when de Kotlin, je ne sais pas parce que je ne connais pas l'implémentation exacte Bon, du tu when. peux Je partir. crois pas. Par contre, je disais qu'il y a eu un autre exemple par rapport à ce qu'a dit Didier, c'est la souscription sur les streams dans RX Java qui est fait exactement de la même manière qui fait du catamorphisme pour le coup. D'accord. Merci. De rien. De rien. Santé. Merci monsieur. Bon. Vous avez une clavicule cassée, vous pouvez retourner vous asseoir. Ok, donc là quelque part l'avantage d'utiliser ça, c'est ça remplace quoi? Ça remplace des if, then, else, ce genre de... Ouais, ça va être une lisibilité plus sympa dans ton code, je pense. Donc globalement la promesse... Ouais, donc en s'en fait, fout. si je comprends bien, tu fais un replace de if, tu mets kata. Ensuite, tu remplaces la virgule par else. C'est vrai, ça a l'air vachement mieux. Ouais, mais tu traites l'erreur obligatoirement en premier. Parce que left, erreur, et right, c'est bon. Ah ouais, tu es obligé de Par faire convention. if, not, else. Du coup. C'est ça. Ah oui, c'est vrai, c'est vachement mieux. Moi, je trouve que c'est beau. Non, mais en fait, tu trouves avec des types que tu es obligé de tester à chaque fois, comme ça, tu es sûr que tu es obligé de gérer tes erreurs. Moi j'avais compris qu'au final, enfin là je comprends que la promesse de la programmation fonctionnelle, c'est de rendre notre code plus lisible, plus sécurisé et moins aléatoire, enfin d'être plus robuste aux erreurs, Donc, moins d'effet de bord. moins d'effets de bord. Et c'est pas rien déjà. Et c'est Et ce n'est pas rien déjà. faux. C'est pas faux. Est-ce qu'il existe d'autres monades que ça? Bon, on s'arrête là ou... Ouais, il y a une tripotée d'autres monades comme validation. Alors, je ne l'ai pas mis dans les slides parce qu'en fait, je comprends comment ça fonctionne, mais je suis infoutu de l'expliquer. J'ai fait une fois chez vous, je crois, au Brest Jug, et je me suis noyé. Donc, Noyé dans l'alcool de un poire. peu quand même.
Bon, mais il y avait écoute, beaucoup de bière. Donc ça sera pour un prochain apéro, je pense. Ouais, donc s'il y en a qui veulent voir Philippe se noyer, la vidéo est en ligne sur YouTube. C'est vrai que, Ah bon c'est vrai que c'était rigolo. Salaud, je me rappelais plus ça. Bon, merci, je suis pas sûr que je vais... Peut-être que finalement, je vais pas utiliser WordPress. Et je vais faire un Drupal. Merci. Salut les gars. Il nous reste combien de temps? C'était la fin, là. 3 minutes? Est-ce qu'il y a des questions? Non. Qui conduit? Qui conduit? Pas moi. C'est moi qui conduis, j'ai bu du Hubert. Sprite. Voilà. Hubert conduit. Merci à tous. À très vite.